c'est avec un réel plaisir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que nous vous retrouvons encore une fois de plus aujourd'hui pour parler de ces grands projets. Vous le savez, ça fait plusieurs années que ce projet existe dans la province du Kasaï oriental, mais pas seulement dans la province du Kasaï oriental, mais aussi dans la province de Lomami, où, comme vous le savez, il y a des sérieux problèmes, des problèmes liés au climat et tout simplement parce que la plupart d'arbres que nous avions ici dans la province du Kasaï oriental et un peu partout en République démocratique du Congo et même dans la province de Lomami ont été abattus. Pour faire quoi? Pour faire de la braise. Et donc cette braise qui aide les mamans à préparer, à cuire les aliments. Et donc ce qui a fait que nous puissions connaître de plus en plus des perturbations climatiques. Et donc ces perturbations, nous sommes en train de les sentir, même ici dans la province du Kasaï oriental, un peu partout aussi en République démocratique du Congo, on constate des perturbations. Et donc pour lutter contre cela, il y a un grand projet. Et donc ces grands projets, c'est un projet qui lutte contre les perturbations et les changements climatiques. Il s'agit bien sûr des PIRED MB. Et donc c'est un projet qui est piloté ici chez nous dans la province du Kasaï oriental par les membres de la coordination que vous aurez l'occasion de découvrir tout au long de cette émission. Mais retenez qu'aujourd'hui, nous allons d'abord vous faire l'aperçu de ce projet avec l'ingénieur Alain, lui qui est bien sûr le chargé de projet au niveau de la maison qui a été sélectionnée pour pouvoir piloter ce projet dans la province du Kasaï oriental, dans la province de Lomami. Et donc, l'ingénieur Alain, lui, il est le chargé de projet. Daniel Madimba, et donc c'est avec lui bien sûr que nous allons échanger dans cette première partie. Ingénieur, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Alors ici, nous sommes où exactement? Oui, pratiquement nous sommes dans la province de Kasaï oriental et nous sommes au niveau du territoire de Lupatapata, là où s'exécutent les projets et pratiquement nous sommes précisément dans le site de Mabaya Kankelenge et ici c'est chez les concessionnaires que nous appelons à produits qui est l'une de nos structures avec lesquelles nous travaillons. Voilà, donc nous parlons de ce grand projet. Oui. Et c'est le projet qui va aider en tout cas la population du monde entier à pouvoir maintenir les climats. Parce que voilà, avec la déforestation, il y a eu ce qu'il y a eu. Et oui, donc, il faut le dire, il y a des perturbations climatiques. Tout à fait. Vous êtes dans ces grands projets. Dites-nous un peu comment se présente le projet. Oui, c'est le projet intégré RED+, dans le bassin de Mbujimai, Kananga et de Kisangani. D'une manière synthèse, c'est un projet de l'État congolais, c'est un projet du gouvernement. Et ce projet est sous tutelle de la vice-primature, ministère de l'Environnement et Développement durable, qui gère le projet au niveau du pays. Et puis au niveau de ces ministères, il y a une institution ou une unité de coordination du projet que nous appelons Programme d'investissement pour la forêt. C'est ce qu'on appelle PIF. Et c'est PIF qui est au sein du ministère de l'Environnement et qui exécute tous les projets liés au climat au niveau du pays. Et PIF a aussi une structure qui est provinciale, que nous appelons la coordination provinciale du PIRED. Et puis nous sommes l'agence locale d'exécution. Avec l'ingénieur Kafumba. Oui, Evariste Kafumba Boukassa qui est le coordonnateur au niveau provincial. Et moi, c'est le chef de projet au niveau de l'agence locale d'exécution qui est la fondation Daniel Madimba. Voilà, c'est ce que je disais. Vous êtes le chef de projet au niveau de l'agence locale d'exécution de la fondation Daniel Madimba. Oui. Alors, parlez-nous un peu de ce projet. Voilà, le projet, c'est un projet, comme j'ai dit, du gouvernement, bien sûr avec l'appui financier de la Banque africaine de développement. Alors, le projet intervient dans trois bassins. Nous avons bassin de Mbujimai, et bassin de Mbujimai qui couvre la province de Kasaï oriental et celle de la Lomami. Nous avons aussi le bassin de Kisangani et le bassin de Kananga. Et nous, l'agence locale d'exécution, Fondation Daniel Madimba, nous avons été recrutés ou retenus. Bon, voilà, il y a la passation des marchés organisée par l'unité de coordination du projet au niveau de Kinshasa. Il y a eu plusieurs structures qui ont soumissionné et pratiquement après, c'était nous qui étions retenus. Alors, nous sommes au niveau des Kasaï oriental. C'était ancienne configuration. Actuellement, c'est
le Kassa oriental et l'Omami. Et le projet a 3 composantes. Et nous avons la première composante qui est la gestion durable des projets. Je pense que l'expert Philippe va vous parler de ça. Nous avons aussi l'autre composante, la deuxième, qui est l'agriculture durable et la sécurisation foncière. Ça, c'est l'ingénieur Sidio qui va vous en parler. Djonga. Il y a aussi la gestion du projet. Ça, c'est au niveau de Kinshasa. C'est lié au fonctionnement du projet. Mais nous sommes là pour mettre en œuvre les 2 premières composantes. Et en termes de lier, le projet s'exécute. Je voulais tout simplement dire que vous êtes là pour la mise en œuvre de ce projet. Oui, alors dites-nous un peu comment ça évolue. Bon, le projet évolue très bien. Je voulais dire que en termes de sites d'intervention, le projet intervient dans 3 territoires. Nous sommes au territoire de Lupatapata avec comme site Mabaya Kankelenge. Là où nous sommes pratiquement, c'est dans le site de Mabaya Kankelenge. Chez la maman à produit, vous allez aussi la voir et on aura l'occasion d'échanger avec, qui est aussi l'une des structures avec lesquelles nous travaillons. Nous avons aussi le territoire de Miabi. Là, nous sommes dans le site de Miketa. Et je pense que prochainement, on va aussi visiter le territoire de Miabi. Nous sommes aussi dans les territoires de Luilou, et là au niveau de Luilou nous avons 2 sites. Il y a le site de Katabaï et le site de Luputa. Et nous sommes ici à Kankelenge par exemple. Tout à fait. Je voudrais que vous puissiez nous dire combien d'hectares étaient prévus et combien d'hectares sont déjà réalisés dans les sites de Kankelenge de manière générale. Bon, en termes de réalisation, je pense qu'on aura tout le temps de parler encore de réalisation parce que le projet n'a pas encore touché à sa fin. Mais d'une manière générale, pour les 2 composantes, au niveau des sites de Mabaya Kankelenge, pour la forestation, qui est la création des forêts telles que vous voyez là, il était prévu de créer 650 hectares. Voilà. Alors, à présent, nous sommes déjà dans les 400 et quelques. Je pense que toute la statistique, vous allez avoir ça par des rapports, ainsi de suite. Tout à fait. Il y a certainement des difficultés que vous rencontrez aussi par rapport au travail que vous faites sur terrain. Oui, certainement, et les difficultés ne manquent pas. La première chose, c'est un projet pilote. C'est un projet pilote qui est encore à la phase d'expérimentation. La communauté n'a pas encore bien compris le bien fondé de ces projets. Et au début, c'était très difficile pour arriver à faire tout ça. Mais heureusement qu'il y a déjà l'appropriation au niveau de la communauté avec des sensibilisations. En dehors d'autres problèmes liés au site, donc l'accessibilité, vous connaissez. Des sites a posé des problèmes. Oui, il y a... Il y avait des gens qui se plaignaient parce que lorsqu'ils sont allés sur certains sites qui ont été désignés, ils ont eu en fait une résistance de la population. Oui, tout à fait. Et la population n'avait pas compris vraiment le bien fondé du projet, comme je vous ai dit. Mais déjà, il y a quelque chose de bon parce que en rapport avec la composante IN, je peux vous avouer que nous sommes déjà à près de 2000 hectares de forêt qui sont plantés sur les 2600 qui étaient prévus. Ah, oui. Voilà, c'est un résultat qui est atteint vraiment avec satisfaction. Et puis ce n'est pas encore fini parce que nous continuons encore. Il y a encore une saison que nous allons mettre à profit pour réaliser au maximum les résultats prévus. Donc ça va être la saison A? Oui, la saison A qui va venir, je crois, déjà au mois de septembre, octobre, nous allons encore compléter les étendues qui restent. Une petite question, parce qu'il faut dire que chaque projet a toujours une durée. Donc, un début et puis une fin. Vous devez commencer quand et terminer quand? Oui, nous avons signé un contrat pour la mise en œuvre de ce projet pour une durée de 36 mois. Là, nous parlons en termes de mois. S'il faut parler en termes d'années, c'est 3 ans. Étant donné que les activités n'ont pas été achevées comme c'était prévu, je pense qu'il y a déjà une possibilité d'avoir une prolongation dans ce cadre-là. Ingénieur Alain, nous vous disons merci et je crois que nous allons peut-être vous retrouver vers la fin de cette intervention d'aujourd'hui. Ok, alors, le temps merci pour beaucoup. Nous de récupérer, en fait, il faut dire que c'est lui qui va nous parler bien sûr de la première composante du projet. Tout à fait, oui. Donc,
nous allons bien sûr recevoir la personne qui va nous parler de la première composante. Il s'agit bien sûr de l'ingénieur Philippe Ngolo. Je crois que tout à fait. Oui, c'est bien lui. Pour l'instant. Merci. Nous allons parler avec lui. Il va nous expliquer exactement ce que signifie la composante de ce grand projet. Donc un projet qui fait en sorte que la population du monde puisse avoir de l'oxygène, parce que vous le savez, sans arbres, il n'y a pas d'oxygène. Et donc là où il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie non plus n'existe pas. Merci, merci messieurs les journalistes. C'est ce que nous allons faire avec l'ingénieur Ngolo. Merci à vous. Ok, ça va, merci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme vous pouvez les constater partout, vous êtes en train de voir là, on se rappelle qu'il y avait des arbres, mais tous ces arbres ont été abattus par des hommes. Et aujourd'hui, c'est pratiquement une savane herbeuse où il n'y a plus d'arbres. Ce n'est plus une savane boisée comme on pouvait les constater dans le temps, mais actuellement, c'est une savane herbeuse. Vous dire que l'activité de l'homme a fait que les arbres diminuent sur la surface de la terre. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un projet qui est en train de mener une lutte pour que les arbres reviennent. Alors, comme je le disais, nous allons bien sûr parler avec l'ingénieur Philippe. Philippe, lui, qui est bien sûr l'assistant technique de la première composante dans le cadre de ce grand projet. Ingénieur, il faut que je vous salue. Bonjour, bonjour, c'est le journaliste. Allez, ingénieur, comment ça va? Donc, je vais bien. Avec un réel plaisir. En fait, oui. C'est pour nous un réel plaisir de pouvoir vous retrouver ici sur terrain, pour parler de ce grand projet. Et donc, pour parler de toutes ces activités que vous êtes en train de faire, pour que, en fait, l'humanité puisse encore une fois de plus avoir l'espérance de vivre. Parce que lorsque les arbres diminuent, on le dit souvent, la vie aussi diminue, parce que les arbres donnent l'oxygène à l'homme. Moi, je ne veux pas entrer dans tous ces détails-là. Alors, nous allons parler avec vous de votre composante. Je voudrais que vous puissiez d'abord vous présenter pour que ceux qui vous regardent, ceux qui nous suivent, puissent vous découvrir. Oui, merci les journalistes, merci beaucoup de la parole. Je m'appelle ingénieur Philippe Ngolo. Je suis assistant technique provincial chargé de la gestion durable des forêts. La gestion durable des forêts s'occupe notamment de la réhabilitation des forêts, dégradées. Vous voyez, les gens exploitent beaucoup de forêts, alors il y a de la dégradation. Il n'y a plus d'espèces ligneuses. Alors maintenant, ce projet ici arrive à réhabiliter ces forêts-là. Comment les réhabiliter? On les réhabilite par exemple par les plans simples de gestion, c'est-à-dire mettre vraiment en repos ces terrains-là au lieu que ça soit tellement exploité. Et puis il y a là, dans ces plans simples de gestion, où on va faire l'enrichissement avec des espèces ligneuses de haute valeur. C'est-à-dire, outre ces espèces qui existent, bien que c'est exploité, le projet va s'occuper à enrichir ces forêts-là avec des espèces de bois d'œuvre, surtout des bois d'œuvre. Il y a aussi les... Et cela, ce n'est pas... Nous n'avons pas... C'est pas venu de nous des projets. C'est avec la discussion participative avec les exploitants, les habitants, les riverains de cette forêt-là. On demande quelles sont les espèces qu'ils ont tellement besoin, qui peuvent les aider, qui peuvent être utiles à eux. C'est ainsi que nous sommes en train de reprendre ces espèces-là, là où ils sont, pour que ça puisse les aider dans l'avenir. Après, c'est pas un simple. J'ai parlé de la réhabilitation des forêts dégradées, c'est une activité. Et puis il y a la forestation. La forestation, c'est là où il n'y a pas de forêt. On est en train de créer des forêts, par exemple, où nous sommes, là on a déjà, ici où nous sommes dans les savanes comme ça, on crée des forêts pour créer des puits de carbone. Alors, par exemple, comme ici nous sommes. Et en plus, nous avons ce que nous appelons la filière bois-énergie. La filière bois-énergie, c'est une activité qui s'occupe, par exemple, d'arriver à trouver les alternatives. Par exemple, comme les mamans exploitent beaucoup de forêts. Les mamans exploitent beaucoup de macala. Avec les braseros ici qui sont locales, on peut, par exemple, des foyers améliorés qui utilisent peu de braise. En utilisant peu de braise, alors les forêts aussi sont protégées. Oui. En plus de ça, il y a ce que nous appelons le renforcement des capacités.
il y aura des thématiques, nous avons des thématiques que nous sommes en train de développer ensemble avec les paysans pour renforcer les capacités, par exemple en production des braises améliorées, par exemple en renforcement des capacités des charbonniers, en renforçant les capacités de certains paysans. Ça dit dans ce sens-là qu'on renforce les capacités. Il y a différentes thématiques qui sont en train de discuter avec eux. Alors, ingénieur Philippe, je crois que là, nous sommes en train d'évoluer avec vous. Dites-nous comment on a procédé pour créer cette forêt, parce que en fait, il faut dire que c'est déjà une forêt qui est en train de naître. Ah oui, d'abord, moi, je vous épargne de toutes les procédures qui sont passées dans des passation des marchés, tout ça. Ici, d'abord, il y a eu ce que nous appelons la délimitation des terrains ici. On a délimité ces terrains. La maman ici a gagné 50 hectares. Chaque prestataire a 50 hectares qu'il a gagné en signant les contrats avec les projets. C'est-à-dire on a installé la pépinière, ils ont eu les semences vont... Des semences qui venaient du projet? Les semences du projet, oui. Le projet a appuyé les exploitants avec les semences forestières qu'ils ont scarifiées, c'est-à-dire ils ont levé la dormance, ils ont conduit la pépinière. 3 mois après, ils ont fait les répiquages ils ont planté à 3 mètres. Un peu. Où ils ont voyé les lignes ici. Là, on est en train de visiter. Hein. Oui, oui. Vous voyez par exemple les lignes. Dans la ligne, entre les lignes ici, c'est 4 mètres. Oui. Dans la ligne, c'est 3 mètres. Tout à fait. Pour avoir une densité de 833 arbres par hectare. Alors, si vous imaginez, vous, si c'est 50 hectares, vous multipliez par 833, vous avez le nombre de pieds que vous pouvez avoir. Vous savez que ça donnera beaucoup de bénéfices dans cette histoire ici, parce que non seulement les apports, l'amélioration environnementale par le puits de carbone, par la fixation de carbone, mais aussi les bénéfices économiques, parce qu'avec ça, elle va vendre des braises avec un bon rendement, par exemple, de 300, à peu près, ou 300 sacs par hectare. Mais c'est là aussi un problème, parce que si elle doit commencer encore à vendre la braise, ça veut dire que cette forêt que nous avons vue naître va encore à un certain moment disparaître. Non, ça dit cette histoire ici a un âge bien précis, parce que l'arbre que vous voyez ici a une durée de 30 ans. Après 30 ans, l'arbre doit vieillir. Oui. Bon, pour éviter ça, alors nous sommes en train de recycler. C'est-à-dire, on coupe à 8 ans, à 7 ans, à 7 ans, 8 ans, vous coupez déjà, vous remettez encore. C'est ce que nous appelons une forêt durable. Oui, mais là, je voudrais dire même à ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent, c'est déjà pédagogique ce que vous dites. Donc il faudrait que les gens comprennent qu'eux aussi, ils peuvent faire ça. C'est-à-dire, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire d'abord le cycle de cette espèce ici, c'est-à-dire à 30 ans, ça vieillit, ça sèche. Alors maintenant, pour arriver à ça, on n'est pas arrivé à ça. L'avantage est que c'est une espèce à croissance rapide. Déjà à 6 ans, 7 ans, vous avez déjà exploité les bois, à couper les arbres ici. Vous reprenez encore. L'avantage, qu'est-ce qu'on peut dire? Au lieu d'abord pour la première année, après avoir coupé, lorsqu'on coupe, l'arbre jette les graines, tombent partout là-bas. Alors lorsque vous allez couper, les herbes les graines qui vont tomber au niveau de la ligne ici, vous gardez ces graines-là. Lorsque vous venez ça, vous plantez des autres cultures là. Bon, maintenant ici, là, comme les graines vont, au lieu de faire encore la pépinière, alors vous allez seulement faire ce que nous appelons l'éclaircie. Nous ferons l'éclaircie. C'est-à-dire vous mettez votre ruban à 3 mètres, dans la ligne 3 mètres, droit 3 mètres, vous laissez. Ici, vous gardez cette distance de 4 mètres. Quand vous dites, vous faites l'éclaircie, ça veut dire quoi exactement? L'éclaircie, ce sont des termes purement techniques. Oui, l'éclaircie, ça dit l'éclaircie, ça dit lorsque les graines, les plantules vont germer, ces feuilles sont très dures. Alors la décomposition est lente et ça provoque les muces stables. Alors ce qui est là, la production qui viendra de ce terrain n'aura plus, c'est-à-dire, c'est comme si il a coupé une forêt là, naturelle, au lieu de créer faire les champs dans la forêt là-bas, ici c'est vraiment la simulation de la forêt naturelle. Une plante, il aura par exemple, tel que nous avons estimé, souvent il peut avoir par hectare, si c'est minimum, c'est 1200 kg par hectare, les maïs grains.
1200 kilos. Excusez-moi, parce que moi j'ai une question qui me dérange de temps en temps. Et souvent quand on parle de la forêt, on a eu quand même la chance de pouvoir tourner ici dans la province du Kassai oriental, dans la province de Lomami, dans la province de Sankourou. Donc je veux dire, l'espace Grand Kassai a quand même des forêts. Oui. L'espace Grand Kassai a quand même des forêts, et des forêts qui sont encore là jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vous insistez sur la forêt? Oui, par exemple, vous voyez, est-ce que cette forêt est plus importante que la forêt, par exemple, en fait, quand on est dans la province de Lomami, là-bas, quand on va vers Tchofa, il y a des grandes forêts là-bas. Oui, d'ailleurs, on ne fait rien. Non, dans toutes ces forêts-là, non. Ça dit ce qui est là. Il y a des quantités de carbone qui sont séquestrées que le pays a signé avec la communauté internationale. Alors, ces forêts sont déjà bien délimitées. Ils savent la quantité de carbone qu'ils ont. Lorsque même ceux-là qui ne sont pas utilisés, mais ceux qui sont ici, qui sont déjà utilisés, c'est un danger public, un danger pour tout le monde. Je vais vous donner un simple exemple. Oui. Ici, nous sommes loin de Mabaya. Tout à fait. Nous avons été dans une émission à Mabaya. Alors nous avons trouvé les paysans, c'était le temps de semer le maïs. Parce que à Mabaya, il y avait une grande forêt là-bas. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, il y avait une grande forêt. Alors cette forêt-là, les gens, tout Mboujima s'est jeté là-bas pour faire les champs et la braise. Alors maintenant, un jour, nous sommes en mission là-bas, les paysans se lamentaient parce qu'il n'y avait pas de pluie. Alors nous leur avons dit que voilà, c'est la forêt ici que vous avez dégagée, qui pouvait provoquer la pluie. Alors, la pluie maintenant, ils ont connu le retard des choses. Les petites forêts que vous voyez là partout là-bas ont l'impact non seulement pour le carbone, il y a aussi la pluie. Il y a aussi la biodiversité, les animaux qu'on a besoin de ça. Il y a la pluie. Vous avez parlé de la pluie, vous parlez de la biodiversité, vous parlez des animaux. Mais que peut faire un animal ici? Non, l'animal, ça dit, dès qu'il y a la forêt, d'abord c'est un refuge pour l'animal, parce qu'il doit se réfugier quelque part, doit se protéger. Non seulement les refuges, puisque la présence de la forêt aussi fait émerger d'autres espèces, des espèces végétales que l'animal préfère à bouffer. Alors il peut revenir. Peut-être il y a d'autres espèces qui ont déjà fui parce qu'il n'y a plus, la forêt est partie. Parce que la forêt est partie. Alors comme la forêt est partie, l'animal fuit. L'animal ne trouve plus ce que les espèces végétales de sa préférence. Il fuit, il s'éloigne. Alors maintenant, en créant des forêts comme ça, nous avons non seulement le carbone, nous avons créé. C'est nous qui avons fait fuir les Tulumbu et puis tous ces animaux qu'on aimait bien manger à l'époque, parce que ça venait quand même en quantité. Mais ça n'existe plus sur la ville de Mboujima. Il faut que les gens partent au Sankourou et dans le pouvoir. Exact. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de ça, l'homme. C'est-à-dire l'homme s'aime beaucoup, il oublie que les autres ici ont raison d'exister. Et c'est que la biodiversité qui fait vivre l'homme. Dès que vous détruisez la biodiversité, c'est-à-dire même vous-même, vous détruisez vous-même. Dans ce sens-là. Ok, ingénieur Philippe, je crois que nous sommes en train de tendre vers la fin. Peut-être que vers la fin, on pourra toujours revenir pour essayer un peu d'avoir votre point de vue en tant que spécialiste du domaine. Mais pour l'instant, nous allons bien sûr changer un peu pour parler maintenant de la deuxième composante de ce projet. Et là, ça sera avec ingénieur Sidio Djonga, je crois que c'est comme ça, si je mal le prononcer le nom, je crois qu'on pourra toujours corriger à un certain moment. Mais pour l'instant, nous sommes en train de poursuivre ces grands rendez-vous d'aujourd'hui. Merci de nous regarder. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, nous allons entamer la troisième partie de cette émission. Aujourd'hui, je crois que c'est la dernière partie pour cette deuxième émission. Nous allons bien sûr vous parler de l'agroforesterie. Vous voyez vous-même que les décors ont complètement changé. Il y a un endroit où il y a des arbres, mais il y a aussi d'autres plantes comme les maniocs, comme vous pouvez les constater ici. Alors là, pour ça, nous allons parler avec l'ingénieur Sidio qui est là, qui s'occupe de cette composante. Ingénieur, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Oui, tout le plaisir pour moi de vous recevoir. Ici, nous sommes pratiquement dans la nature, comme je peux le dire. Mais en fait,
c'est les champs, c'est votre champ de travail, c'est votre milieu de travail. Parlez-nous un peu de la deuxième composante de ce grand projet. En fait, il faut dire que c'est vous qui connaissez ça. Expliquez-nous un peu la deuxième composante du projet. Parle de quoi exactement? Oui, merci beaucoup. Moi, c'est l'ingénieur Sidjo, comme monsieur le journaliste l'a présenté. Je suis le responsable de la composante 2 de ce projet PIRED Ambekis, projet intégré pour la réduction des émissions des gaz à effet de serre qui sont liés à la déforestation et à la dégradation des forêts. La deuxième composante a été introduite dans ces projets. Pour quelles raisons? L'activité principale du projet PIRED, vous connaissez, l'objectif est de réduire les émissions liées à la déforestation et à la dégradation, comme je l'ai dit. Oui. Mais il y a une phase qu'on a introduite vers la lutte contre la pauvreté. Lutte contre la pauvreté. Voilà pourquoi c'est de là qu'est née la deuxième composante. On ne peut pas venir parler aux paysans toujours des arbres, finalement, bon. C'est impossible parce que quand vous dites aux paysans qu'il faut planter les arbres... Et sans pour... Vous oubliez qu'ils ont aussi les activités champêtres. Je vais faire mon champ pour planter les arbres, mais finalement, voilà. à la fin, à la fin de cette saison, parce que les paysans, des fois, attendent toujours à la fin de la saison pour pouvoir récolter quelque chose. Pas la récolte, il se pose de problème. Voilà pourquoi le Bayer, en collaboration avec l'État congolais, ont pu penser aussi à l'introduction de la deuxième composante pour lutter contre la pauvreté que tous nous remarquons dans ces milieux. C'est pourquoi elle est là pour développer certaines activités en rapport avec l'agriculture et dans le cadre d'encadrement au moins de 2500 exploitants agricoles. Alors, c'est une agriculture durable avec sécurisation foncière. Parce qu'on ne peut pas parler d'une agriculture durable sans pour autant penser au sol. Vous viendrez dans une agriculture durable introduire aussi les pratiques telles que l'association des arbres avec les cultures. Mais quand vous mettez déjà un arbre, vous devez sécuriser cet arbre-là. C'est pourquoi il faut qu'il y ait la sécurisation foncière. C'est-à-dire... Alors quand vous parlez de la sécurisation foncière, vous voulez dire quoi exactement? J'y arrive. Je vais commencer d'abord par les objectifs de ces projets. Parce que les objectifs de la composante 2. Oui. La composante 2 est là pour développer les pratiques agricoles durables. Et lorsque nous allons développer les pratiques agricoles durables, on doit justement aussi aller penser à l'agroforesterie qui est presque la pratique vraiment idéale pour développer cette agriculture durable. Ouais. Lorsque nous allons développer l'agriculture durable avec au moyen de l'agroforesterie, nous devons penser maintenant à ce que vous venez de dire là, la sécurisation foncière. Mais je dois d'abord parler de l'agroforesterie, parce que c'est de ça qui est la base même. L'agroforesterie, c'est quoi? L'agroforesterie n'est rien autre que c'est un mode de production. Et ce mode de production se fait dans un espace qui consiste donc à valoriser un espace de sol par l'association des arbres, arbustes ou parfois des pâturages avec des cultures sous-jacentes et intercalaires parfois. Alors vous allez me poser aussi la question de savoir une culture sous-jacente quoi. Effectivement, c'est ce qui était déjà sur la langue. Alors, ça arrive déjà parce que quand vous parlez de culture sous-jacente, la culture sous-jacente n'est rien autre que... Il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui suivent, mais qui ne comprennent pas. C'est une culture, la mise en œuvre s'est faite sous une autre culture. Je peux donner par exemple, vous avez un verger, là vous cultivez vos arbres forestiers, tout ça. Dès que vous amenez par exemple les cultures maraîchères sous ces vergers-là, automatiquement, c'est ça, les cultures maraîchères sont des cultures sous-jacentes. Donc, intercalaires, c'est lorsque nous avons les arbres comme acacia ici, qu'on peut associer à d'autres arbres. Par exemple, à ce moment-là, vous allez parler de cultures intercalaires. Parfois, on parle même de cultures, des pratiques d'agroforesterie étagère. Alors, l'agroforestier en soi favorise la biodiversité. Il favorise la biodiversité, la productivité aussi, mais également il limite la dégradation du sol lorsqu'on amène l'agroforesterie. Alors, les gens parlent toujours de la biodiversité. Nous devons aussi comprendre ces termes-là. La biodiversité n'est rien autre, il évoque... Parce que vous pouvez parler de la biodiversité ou bien la diversité biologique. Vous évoquez tout simplement la diversité naturelle des organismes vivants qui peuvent être végétaux ou bien animaux, mais qui renferment un écosystème. Alors vous allez aussi me poser la question de savoir l'écosystème c'est quoi? L'écosystème c'est quoi en fait? Parce que ce sont des termes que les gens emploient
j'aurais été très content si vous étiez à mesure de transformer ces petites définitions-là, dont les expliquer à la langue locale. Oh, ça va se faire, ne vous en faites pas. Alors, donc, là, on devrait commencer par la biodiversité. Oui. Si vous pouvez parler de la biodiversité, évoque tout simplement la diversité naturelle des organismes vivants, qui peuvent être animaux, végétaux. Tout à fait, Simoni. Moi, si je peux dire, par exemple, pour ça, je crois que je vais dire aux gens que quand vous parlez de la biodiversité, tout le monde a dit qu'il y a des nyama, michi, voilà, qui se renferment dans un écosystème. Voilà. Alors, l'écosystème, à son tour, c'est l'ensemble des éléments. On peut citer la flore, là on voit les arbres, la faune, les animaux, le sol que nous avons ici. Vous allez citer aussi l'eau et le climat. Mais à ce moment-là, ces éléments-là sont constitués dans un milieu et interagissent les uns avec les autres. Les relations là entre la faune, la flore, c'est ça même l'écosystème. Ils sont tous dans un milieu. Non, mais là c'est simple, je crois que London, bon, tu veux bien un écosystème. Donc, écosystème, tu vois, Moudi, Mitch, beaucoup à Mitch bons. Beaucoup à Nyama, bon, flore, climat. Ils sont dans un milieu et interagissent les uns avec les autres. Par exemple, et puis, par exemple, au thème, d'accord. Je suis content de ça vraiment. Donc l'agroforesterie favorise la biodiversité, l'augmentation de la production, mais tout en limitant la dégradation des sols. Tu m'as battu les gens. Haji bintu bien sûr ça m'a bien ça boani bien hamadimi bit sombe de feta bivula mais bien ça comme boani bulla baka bunyankuto nashi bien hamadimi bikala bivula neke bulla bikala no bikala no boani budmo ko hotla biko bintu bien hamadimi. Voilà. Alors dans le cadre de la composante D, il est prévu qu'on fasse l'agriculture durable et sécurisation foncière. Alors pour l'agriculture durable, nous devons promouvoir la promotion des pratiques de l'agriculture durable auprès de 2500 exploitants agricoles. Mais comment vous avez eu ces 2500 exploitants agricoles? Non, les 2500 exploitants agricoles, nous commençons toujours par l'identification des ménages. Ça a été fait, ils sont là. Et au moment où je vous parle, nous avons introduit, parce que au fur et à mesure que les projets évoluent, il y a des aspects qu'on étudie pour comprendre la mise en œuvre. Voilà pourquoi nous avons compris qu'avec les ménages dans les 2500 exploitants agricoles, oui, c'est bon, mais on a pu aussi développer un aspect avec les prestataires privés. Et là, on a confié aux prestataires privés une affaire de 640 hectares, mais aux ménages dont j'ai parlé de 2500 exploitants agricoles, nous avons offert 960 hectares. Alors les ménages, comment nous allons les encadrer? Voilà ce qui nous a poussé à arriver à l'installation des structurations des CLD, les comités locaux de développement, qui sont les noyaux pour lesquels le ménage se rabat là-dessus, et au travers ces comités locaux de développement que les projets encadrent ces exploitants agricoles. Et nous avons 4 comités locaux de développement. Dans les cadres je sais qu'il y a un comité local de développement à Kankelenge, à Mabaya, parce que c'est un site qui a été subdivisé en deux. Pour essayer un peu de satisfaire les paysans qui sont dans les milieux de les bénéficiaires. Maintenant, expliquez-nous, par exemple, ici où nous sommes. Nous avons les maniocs et nous avons les arbres. Quelle explication vous donnez par rapport à ça? Vous allez nous expliquer exactement comment ça se passe. Et donc, vous avez devant les maniocs, vous avez les arbres tout autour. Et quand on regarde très bien là, on sent que c'est vraiment bien aligné. Merci beaucoup. Je crois avoir défini l'agroforesterie comme étant l'association des arbres, arbustes, avec les cultures sous-jacentes. On peut même mettre les pâturages.
Ici, c'est la même chose. Nous avons associé acacia avec les cultures. Le problème, c'est quoi? Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, nous sommes venus d'abord vers le paysan et même, chacun doit avoir son champ. Lorsqu'il a son champ avec des cultures déjà préinstallés, c'est à ce moment le projet amène l'arbre. Et vous allez me poser la question, pourquoi acacia? Nous avons vu... Pourquoi seulement l'acacia? Nous avons vu les... Parce que partout où nous sommes passés, nous n'avons vu que l'acacia. Oui, oui. Dans l'agroforesterie, nous avons mis acacia. Pourquoi? Je vais revenir aussi dans la forestation parce que vous parlez que partout où nous sommes passés, nous n'avons vu que acacia. L'acacia, oui. La charité bien ordonnée, je commence d'abord par l'agroforesterie. Nous connaissons que le paysan dans cette province, ciblé par le projet, font beaucoup d'activités en rapport avec le braise. Bien sûr, ils sont en train de cultiver pour leur champ, mais ils font beaucoup plus le braise. Et ce qui a fait remarquer qu'il y a l'absence des arbres auxquels ils peuvent s'empaisatir pour faire la braise. Nous avons préféré mettre acacia pour plusieurs raisons. La première raison qu'on a amené acacia dans les champs d'agroforesterie, acacia a la facilité, en tant que légumineuse, de capter l'azote de l'air et fixer ça au sol sous forme de nodules. Et pendant qu'il va fixer cet azote de l'air au sol, vous connaissez que l'azote, vraiment, c'est un élément chimique qui est très favorable à la croissance végétative d'un arbre ou bien d'une plante. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il va fixer la fertilité au sol qui sera bénéfique à la plante ou bien à la culture telle que nous avons les maniocs ici. Mais il y a aussi son avantage, c'est par rapport à ce que je venais de dire pour les braises. À l'âge de 7 ans, l'agriculteur, tout en étant dans son champ, il ne saura plus aller trop loin pour aller chercher les braises. Il va se rabattre sur les acacias qui sont dans son champ, propre à lui. C'est pourquoi nous les avons suivis pour aller mettre ces acacias dans leur champ, qu'à l'âge déjà de 7 ans, l'agriculteur n'aura plus la peine d'aller chercher les arbres, qui n'existent presque plus dans la province ici. Et il va commencer à se rabattre sur les acacias qui sont dans son champ, qui à ce moment-là lui restituent d'abord la fertilité au sol. Après une année, vous allez voir que la fertilité restaurée par l'acacia ici va commencer à faire des bons rendements, que ce soit pour les maïs, que ce soit pour les maniocs. D'ailleurs, on va le constater parce que j'ai vu l'état de manioc ici. Oui, oui. Donc il faut dire que ce sont des maniocs qui ont, en tout cas on peut dire que c'est une réussite totale. Donc, oui. On voit l'état de manioc ici. Je vais vous dire une chose par rapport à ce que vous parlez de l'état des maniocs. Quand nous mettons les arbres ici, nous nous référons souvent à ce que vous appelez rapport carbone-azote. C'est quelque chose qui est un peu difficile à expliquer aux paysans, mais c'est important, c'est la présence d'humus, matière organique dans les sols. Et plus que la matière organique ou bien humus est élevée, vous allez vous rendre compte que non, le pouvoir d'intégration ou bien de consommation de cette matière organique par les arbres est rapide. Et plus elle est faible, le pouvoir d'exploitation de cette matière organique par les arbres est aussi lente. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire dans ça? Je voulais tout simplement dire ceci. La matière organique qui sera apportée par acacia sera une matière organique qui se décompose lentement et c'est vraiment profitable pour notre arbre ici. Et ce qu'il a fixé d'abord au sol ici, ça va aider cette culture après une période de commencer à profiter de cette matière organique. Mais l'autre avantage de l'acacia, parce que j'ai parlé seulement de son état de légumineuse et j'ai parlé des braises, mais aussi le troisième élément avec acacia, le paysan peut aussi faire le riche pour avoir du miel. Ça, dans ce cadre-là, vous allez vous rendre compte que non, avec notre promotion des pratiques sur l'agriculture durable, ça va réduire petit à petit la pauvreté de nous. C'est pourquoi même les amis ont pu parler de ce qu'ils ont appelé le bénéfice économique. Les bénéfices économiques, dans les jours à venir, nous allons résumer ça dans ce qu'on appelle success story, c'est-à-dire l'histoire du succès de chaque partenaire ou bien de chaque ménage. Comment il a commencé, comment il est avec, qu'est-ce que les projets. Normalement, on doit élaborer des bouquets d'histoires de succès de chaque ménage pour montrer réellement
comment on parle des bénéfices économiques de tous ces gens-là. Merci beaucoup, ingénieur Sidio. Je crois que nous allons bien sûr avec vous terminer. Donc je disais, nous allons avec vous terminer par là. Sécurisation. Il y a beaucoup d'autres questions qui vont être posées lorsque nous serons dans le champ de nos amis qui sont en train de pratiquer l'agroforesterie. Okay. Donc nous allons aborder ces aspects-là. Le temps pour nous de prendre la maman qui s'est engagée dans ce projet, on dirait, qui a réalisé ça, on dirait un rêve, comme elle le disait quelque part, je suivais. Donc, ce n'est pas facile de commencer. C'est que d'autres appellent une aventure et d'aller jusqu'à ce niveau. Donc, avec elle, on va essayer un peu de découvrir son expérience dans le cadre de ce projet, qu'elle nous dise un peu comment elle a réalisé ceci et au début, comment elle sentait. Est-ce que ça pouvait être facile? Ça, ce sont des questions qu'on va poser à la dame. Et puis, avec vous, on va terminer avec la sécurisation foncière. Bon, dans le cadre de la sécurisation foncière, le projet va tout simplement accompagner les paysans par rapport au niveau où les paysans seront retrouvés. Si vous avez, par exemple, une convention coutumière, le projet vous accompagne à l'étape qui va suivre. Si vous avez, par exemple, déjà une convention, ou bien je peux dire, vous avez un acte d'autorisation pour occuper l'espace du sol, le projet pourra vous accompagner jusqu'à avoir par exemple les contrats d'amphithéose et ainsi de suite. Tout simplement pour sécuriser les arbres qui sont au champ. Parce que dans un espace de sol qui est bien exploité, comme vous voyez actuellement, si l'espace n'est pas sécurisé, la maman aura des difficultés demain. Et qu'est-ce qui va arriver? On va couper tous les arbres. On va couper tous les arbres. Et c'est tout le monde qui va s'approvisionner ici. Et ça sera un dommage, un désagrément vraiment pour... De passer à distance. Là, oui, vous n'allez plus voir les arbres. Et puis, vous comprenez, nous sommes obligés vraiment d'accompagner les paysans pour avoir ces titres de terre, parce que la finalité c'est chaque paysan doit avoir un titre de terre. Tout à fait. Sécurisant au moins sa concession. C'est un peu ça dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire. Et beaucoup plus, ce sont les exploitants agricoles qui sont regroupés dans les CLD, les ménages, qui seront plus accompagnés. Parce que les concessionnaires privés, beaucoup d'entre ces concessionnaires sont déjà des sécurisés. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme vous pouvez d'ailleurs le constater, nous sommes en train de terminer pratiquement ces numéros d'aujourd'hui. Mais en fait, avant de terminer, vous avez vu que nous avons été quelque part. Et puis nous avons sillonné dans un vaste champ où nous avons trouvé l'agroforesterie, mais nous avons aussi trouvé des arbres qui sont plantés et qui sont en train d'évoluer très bien. Mais qui a fait ce travail? C'est cette personne que je vais vous faire découvrir, mais avec elle aussi nous allons échanger pour en savoir un peu plus comment elle est arrivée là-bas. Bon, là nous allons commencer avec la présentation de la structure qui nous accueille aujourd'hui en ces lieux. Maman, bonjour. Bonjour. Ah oui, donc il faut dire que pour nous c'est vraiment un réel plaisir parce que nous avons constaté que vous avez fait un grand travail, mais parlez-nous un peu de votre structure qui a fait ce travail. Notre structure que vous voyez s'appelle APRODI, qui signifie Action pour la promotion et le développement intégré, qui est APRODI en cycle. Alors l'action pour la promotion et le développement intégré a été créée quand? L'APRODI est créée en 2003. En 2003. Voilà, donc une structure qui est créée en 2003 mais qui fait déjà des grandes choses. Comment vous avez su qu'il y a quelque part un projet? Oui, seulement en tournant comme ça, j'ai eu qu'on avait affiché le quoi? Tant qu'un communiqué? Non, ce n'était pas appui à projet. Oui. Quand j'ai su ça, bon, je me suis aussi intéressé. Je suis parti au bureau. On m'a donné un document. C'est au bureau de la fondation? Dans la fondation Daniel Madimba. Daniel Madimba. Je n'ai pas dit que je ne suis pas un monsieur. Je me suis dit que je suis humaine. Je dois affronter.
Donc une personne humaine qui doit affronter. Ça, c'est vraiment intéressant. J'ai affronté, je suis Vous n'avez pas eu peur? Parce que les autres dames, pourquoi avoir se trouvent devant des choses comme ça, non. ils ont d'abord peur. Je me suis affronté, je suis parti là-bas. Ouais. On m'a donné les documents, j'ai dit que je vais aussi y mettre ma tête là-bas. Est-ce que vous aviez déjà une expérience? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Comment vous êtes arrivé? Non, moi j'avais seulement cette ambition-là. Même quand j'étudiais, parce que j'ai fait la gestion de projets. Et j'ai terminé seulement l'année passée ici. Oula, coup de chapeau. Coup de chapeau. Oui. Félicitations à vous. Quand on faisait les TP là-bas, moi je me donnais seulement pour faire les reboisements. Je faisais les TP sur les reboisements. Je songeais toujours au reboisement. Au reboisement. Quand vous êtes tombé sur le projet, vous avez dit, oh voilà. Oh, c'était une chance pour moi. Oui. Ça c'est très bien. Et je me suis donné, passant au test, j'ai mis aussi ma tête et je me suis retrouvé. À couper comme tout le monde, mais on n'a pas coupé. On n'a pas coupé. Ça c'est vraiment intéressant. Maman, vous n'aviez pas peur d'entamer cette expérience? Non, c'était ma vision. Vous partez comme ça, vous avez d'abord la brousse, et puis vous cherchez les crèmes, vous en avez, et puis vous dites que ça va germer, et puis ça va donner des plantes. Oui. Ah, ok, on y va alors. Expliquez-nous un peu, comment vous avez fait? Bon, après avoir fait les tests et autres, j'ai pris du calme. Et on nous avait exigé qu'avant de commencer ces travaux ici, si vous avez la volonté de le faire, vous devez commencer avec votre argent propre. Et ce n'était pas facile. Vous avez commencé avec votre argent? Oui. Personnel? Personnel. Et ce n'était pas facile. Tout à fait. J'ai fait, je me suis retrouvé. Jusqu'à présent, on est là et les choses poussent. Et là, ça va, c'est combien d'hectares? 50 hectares. 50 hectares. Pour vous? Pour moi. Ok. Et donc, vous êtes parmi les concessionnaires privés? Exactement. Félicitations. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a eu un appui? Oui, il y a un appui auprès de Bayer. On nous avait remis les sachets. Ouais. On nous avait aussi mis appui avec des graines. Et appui avec les arrosoirs pour la pépinière. Ouais. On nous avait aussi donné le bêche et le machette. On a commencé le travail. Oui. Et une fois terminé avec la pépinière, nous nous sommes donnés pour maintenant transplanter. Ah oui? Si je ne venais pas, ça n'allait pas marcher. Non, ça n'allait pas marcher. Ça, c'est vraiment une très bonne expérience parce que, vous savez, il y a des gens qui se plaignent toujours, qui nous ont financés et puis finalement, ils ne voient pas grand-chose. Et nous comprenons que c'est peut-être l'absence sur terrain qui crée tout ça. Oui, il faudrait être sur le terrain. Si vous n'êtes pas sur le terrain et vous cultivez seulement au téléphone, vous n'allez pas avoir... Intéressant. Oui. Cultiver au téléphone. Il y en a qui cultivent au téléphone. Il y a de ceux-là qui cultivent au téléphone. Ça, c'est sérieux. Hein? Il y a des gens qui cultivent au téléphone. Et mes chers amis, quand vous le faites, vous faites toujours le travail à distance. Dites-vous quelque part que ça ne va pas aller. Quand ça ne marche pas, allez, prenez le courage de le prendre pour aller le plus vite possible et terminer. En fait, ce n'est pas seulement dans le cadre du projet que je l'ai dit. Même si vous avez votre champ à la maison, vous travaillez, il faut toujours penser à y passer. Chaque fois. Même les gens qui font la culture de maïs. Aujourd'hui, avec des chenilles, tout ça, c'est toujours des problèmes. Il faut toujours être présent dans le champ pour contrôler. On nous a appris à l'Institut que, après tout ce que vous pouvez faire, il ne faut pas oublier la suivi et l'évaluation. Tout à fait. Donc vous étiez en train de suivre ceux qui travaillaient. Oui. Ok. Et donc vous avez dit que c'est votre concession. Oui. Nous allons la visiter. Oui. Nous allons la visiter avec vous. On fait juste un petit tour dans ce champ-là. Vous expliquez quel sentiment vous avez quand vous voyez maintenant tous ces arbres ici. Non. D'abord,
je vois que ce qui était un rêve pour moi, aujourd'hui c'est devenu une réalité. Merci beaucoup. Donc nous allons maintenant aller avec notre ami pour voir un peu ce qui est déjà fait avec vous sur le terrain. Et je crois que ça c'est très important et c'est très capital pour vous et aussi pour ceux qui vont voir ce que vous êtes en train de réaliser. Et ce n'est pas donné à tout le monde, surtout les mamans. Elles ont toujours peur de faire ce que vous êtes en train de faire ici. Et beaucoup doutent et disent, est-ce que nous pouvons y arriver? Mais voilà au moins l'exemple, c'est vraiment un exemple à suivre parce que vous y êtes arrivé et vous êtes en train de le faire déjà. Et donc nous disons coup de chapeau à vous. Qui faisiez les calculs, ils me disent que ça va vous donner beaucoup de braises. Oui, mais même la Bible le dit que celui qui ne travaille ne mange. Ouais, tout à fait. Mais j'ai travaillé, j'ai fait des tours et des tours. Ouais. Et après, comment Dieu ne peut pas me donner à manger, à boire? Donc, après, Dieu devra vous donner vraiment à manger, à boire. D'ailleurs, à manger, à boire, ça se voit déjà. Parce que déjà, avec ça, tel que nous sommes ici, je crois que ceux qui sont en train de regarder, ils comprennent que ce n'est pas humain ça fait. Je crois que notre ami pourra peut-être nous prendre par derrière pour que ceux qui sont en train de nous regarder puissent comprendre effectivement le travail que vous avez abattu ici sur place parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Alors là, pendant que nous sommes en train d'évoluer, je voudrais vous demander que vous puissiez parler aussi en Chiluba pour donner des conseils aux mamans qui sont en train de nous regarder. Surtout aux mamans parce que vous avez été vraiment modèle. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, parlez un peu aux mamans. Dites aux mamans quelque chose par rapport à ça, par exemple. Il y en a qui ne veulent pas se donner à ce genre d'activité. Katusombano bakroise brato katukariana bavunga maboko to mundi mumona nyitatu dimo akwenza na shweri mo akwenza heva lelo wandaya bume manu muvunga maboko mundi ambani ndi mamu chivumo akuikadanyi budi mibunu numona bunji ngendele buto nganga chimoyi mukola na shahamva mukalasa miji muyanyi vuba tohesha mvungenza muyaji kuna michi ngambinyi lelo tujini myunye mikola bikondo ni bihungu byaku kuna bikabi nyanguka jiba ja mvula umona mvula kayiko nanku mema kumona bwanyi musoku wetu musasulula njikosa ja michi bwa kwenza makala michi yonsu mijik kadi michi hayikedi mwa kutoambuluishani kuhichila kuyo yako nyuvu yikala yilondangana ni ya mushuhu ni ya mvula kadi yosu wahichibune ai tumunuka akula wendo akula wendo kwa takumuchi bwanyi myuvu ni ya mushuhu ni ya mvula tuikala nayi bwalulu mona chikondo kala uvwa mu chikondo cha mvula mona mvula cha mushuhu umona mushuhu ebidibe dia mvula ukamona bishintuluka mbwanyi bwaluka twenenyi michi ya bunyi ili ya kutukokela mnemanyi bintu bisomba hamyabe yagite lelo michi yanye yo yimikola sinye mona goko nyinzane ni yinke pinje unjunganga tabukula kashbwanya sharsh memanka yanyi mona ni byo yimikola ndimwa koko samakala kuhichila kumakala kunjumu wa kuhana kuheta muchesa chanshim hamutu ameka len chanza cholol. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce numéro d'aujourd'hui. Ingénieur, oui. Merci parce qu'au fait, il faut dire que Moussa Salemi. Oui, certainement, le travail est fait. Et si les gens ne vont pas croire à nos paroles. Mais il y a toujours des gens qui disent que quand il y a toujours des véhicules qui montent, qui descendent sur la ville de Mujmala, il n'y a rien qui se fait. Oui, les gens parlent parce que nos activités se déroulent en forêt, donc dans la brousse. Mais les gens viennent chercher nos activités dans nos bureaux. C'est ça. C'est là qu'il y a des problèmes. Oui, alors, nous sommes en train de terminer aujourd'hui. Le mot de la fin.
Bon, merci beaucoup. Je remercie tout le monde qui a eu à participer à la réalisation de cette œuvre. Et puis nous sommes en train d'encourager le prestataire de ne pas baisser les bras et puis de continuer à protéger cette forêt. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce qui est fait, mais demain, ça peut aussi être rentable pour nous tous. Oui, mais vous savez, moi quand je suis ici, je regarde, je dis, mais demain quand nous viendrons ici, nous serons en dessous. Oui, tout à fait, c'est une grande forêt. Ça va être vraiment au-dessus de nous et puis aussi on aura tous ceux qui sont de l'ombre ici. Aux alentours de pouvoir contribuer à la protection de cet investissement parce que l'avantage, ce n'est pas seulement aux prestataires seuls, mais c'est nous tous qui allons tirer l'avantage de l'existence de cette forêt. Et là, je suis en train de tirer l'attention de tout le monde quand on fait des brousses. Parce que les efforts que nous avons consentis, une fois qu'il y a l'effet des brousses qui passe, ça peut rendre à néant tout ce que nous... Surtout qu'on s'approche de la saison sèche. Voilà. Donc tout le monde qui va nous écouter, il doit connaître qu'il ne peut pas mener le feu tout autour de cette forêt. Parce que ça risque de déranger tout ce que nous avons fait. Voilà un peu d'une manière générale les conseils que je donne. Et puis nous encourageons le prestataire à continuer à entretenir son champ. Merci beaucoup. Je crois que nous allons nous retrouver très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et puis bye.